Donc la situation internationale est dominée par un ensemble de crises. Une crise sanitaire et écologique à travers laquelle se révèle toute l'incurie des classes dominantes et des États, incapables de faire face à la pandémie comme conséquence du réchauffement climatique. Mais aussi une crise économique et sociale que les annonces de prétendues reprises ne peuvent masquer, tellement les inégalités sociales s'aggravent à travers le monde alors que les profits explosent. Et finalement, ce n'est que la poursuite de la crise mondialisée du capitalisme ouverte en 2008-2009. Et enfin, la déroute américaine en Afghanistan qui marque un tournant dans la politique internationale après 20 ans de guerre contre le terrorisme et qui reflète l'état de crise politique et militaire permanent qui est devenu le nouvel ordre mondial annoncé par les États-Unis après les attentats du 11 septembre. Il ne s'agit pas de crises différentes dont les effets se surrajouteraient mais qui n'auraient finalement aucun lien entre elles. En réalité, l'état de la planète, de la société est la manifestation d'une crise globale du système capitaliste qui est à la fois sanitaire, écologique, économique, sociale, politique. Cette faillite est l'aboutissement d'une quarantaine d'années de mondialisation financière qui ont exacerbé toutes les contradictions du capitalisme. Car pour comprendre cette situation internationale, il faut en revenir à ce qui est le fondement de toute l'organisation sociale, au mode de production capitaliste et à ses contradictions. C'est la propriété capitaliste des moyens de production qui permet à une poignée de multinationales d'imposer leur mainmise sur toute la production de richesses, alors que jamais l'humanité n'a été aussi riche de progrès scientifiques et techniques. C'est cette contradiction fondamentale qui éclate aujourd'hui à l'échelle de la planète et qui donne toute son actualité à la perspective révolutionnaire, à la nécessité de changer de mode de production, de changer le monde par la révolte et la lutte des exploités et des opprimés. Alors pour revenir sur ces trois crises dont j'ai parlé en introduction, bien, depuis plus d'un an et demi, de rebond en apparition de nouveaux variants, la pandémie continue de se développer à travers le monde sans que personne ne puisse en prévoir les prochaines étapes. La pandémie a mis en lumière l'impasse dans laquelle le système capitaliste conduit l'humanité. La course frénétique au profit, à la compétitivité, au productivisme a entraîné un bouleversement des rapports entre la société humaine et son environnement. Effondrement de la biodiversité, déforestation, multiplication des élevages intensifs industriels, multiplication des échanges internationaux. Tous ces bouleversements ont préparé le terrain à l'émergence de virus qui sont présents dans la faune sauvage chez les humains et à leur rapide propagation à toute la planète. Ce qui nous a fait entrer, selon l'expression des scientifiques même, des experts de l'ONU, dans l'ère des pandémies. La pandémie, elle a aussi révélé les conséquences de décennies de démantèlement des services publics de santé au nom du marché et de la concurrence, et l'incapacité des États à mettre en place une politique sanitaire publique mondiale indispensable face à un virus qui ne connaît pas les frontières. En laissant l'initiative à quelques multinationales de l'industrie pharmaceutique dans le cadre du marché et des rivalités entre États, le résultat est en réalité catastrophique. Si dans les pays développés, une majorité de la population a pu être vaccinée à l'échelle de la planète, ce n'est absolument pas le cas. La vaccination elle reste minoritaire, ce qui ne peut d'ailleurs que faciliter l'émergence de nouveaux variants dans les régions du monde où la vaccination est quasi inexistante. Alors face à cette incurie des classes dominantes et des États à leur service, il ne pourra y avoir de réelle politique sanitaire sans empiéter sur la sacro-sainte propriété capitaliste, sans imposer la levée des brevets, la réquisition des centres de production pour en coordonner l'activité, sans la réquisition des multinationales de Big Pharma pour les mettre sous le contrôle de l'ensemble de la population. La pandémie, comme le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité, sont une menace réelle pour l'ensemble de l'humanité, avec déjà des retombées cataclysmiques pour des centaines de millions d'humains. Mais la gravité de cette crise écologique n'en fait pas un problème à part qui pourrait être réglé, même en partie, dans le cadre du capitalisme. Elle n'est pas déconnectée de l'évolution du capitalisme mondialisé, elle s'est aggravée avec la généralisation du mode de production capitaliste à l'ensemble de l'humanité, à l'ensemble de la planète, et parce que ça a conduit à une marchandisation de l'ensemble des activités humaines comme de la nature. Alors le capitalisme, il est non seulement le principal responsable de l'accélération de cette crise écologique globale, mais il est devenu le principal obstacle pour y faire face. Les conférences internationales sur le climat ou sur la biodiversité ont échoué
et sont devenus la vitrine promotionnelle d'un capitalisme vert, permettant avec le plus parfait cynisme aux multinationales responsables de la situation d'empocher, au nom de la transition écologique, des fonds publics tout en continuant à exploiter les populations, à piller les richesses naturelles, à ravager l'environnement. La réponse nécessaire face aux catastrophes auxquelles l'humanité est confrontée se heurte aux frontières nationales et aux rivalités entre États, au désordre de la libre concurrence et aux intérêts des multinationales. La logique même du capitalisme rend impossible toute tentative d'organiser rationnellement la production de biens utiles dans le respect de l'environnement. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas d'autre issue à la crise écologique que de construire une autre façon de produire et d'échanger. Ce qui veut dire changer de mode de production, remettre en cause cette propriété capitaliste qui donne le droit à quelques multinationales de faire ce qu'elles veulent, comme elles le veulent, pour ramasser du profit, quelles qu'en soient les conséquences, pour les populations ou pour l'environnement. Alors, à côté de cette crise, qui se surajoute à cette crise, l'immense majorité de la population mondiale, les conditions de vie et de travail ont profondément régressé depuis le début de la pandémie. Les plus riches ont vu leur fortune s'envoler et les dividendes versés par les grands groupes ont atteint de nouveaux records. Les quelques 3000 milliardaires que compterait le monde ont vu leur fortune globale augmenter de 10 000 milliards de dollars pendant la pandémie. Alors que pendant la même période, entre 83 et 132 millions de personnes supplémentaires ont été plongées dans la malnutrition chronique, pour un total qui atteindrait 811 millions, ce qui représente 10% de la population mondiale, selon les chiffres de l'ONU. Une des causes de cette catastrophe sociale est l'augmentation des prix de la quasi-totalité des biens et des services, et notamment de l'énergie, comme on en discute là depuis une semaine, enfin depuis quelques temps. Les prix du gaz, de l'électricité s'envolent, tout comme ceux des denrées alimentaires. Alors, pour l'Union européenne, l'inflation elle est estimée à 3,3%, plus de 4% aux États-Unis, 18% en Turquie, 51% en Argentine. En Espagne, depuis le début de l'année, le prix du gaz a augmenté de plus de 60%, et c'est aussi la même chose ici en réalité. Mais en Afrique, comme dans bien des régions du monde, la flambée des prix alimentaires frappe de plein fouet des populations déjà plongées dans la misère et a fait exploser le nombre de personnes frappées par la famine. Alors, les défenseurs du système capitaliste, ils ont le cynisme d'expliquer que ces hausses de prix seraient la conséquence de la reprise économique dans le cadre d'une économie de marché. Et que donc c'est la hausse d'une demande que les entreprises ne pourraient pas encore satisfaire, et que c'est ça qui entraîne la flambée des prix, et que donc il suffirait d'attendre que l'économie mondiale retrouve son régime de croisière pour que tout rentre dans l'ordre. Mais en réalité, la principale cause de cette explosion des prix, ce sont les fluctuations d'un marché mondialisé et déstabilisé par la spéculation sur les matières premières, sur les minerais, les produits agricoles, le pétrole ou le gaz. Et c'est là que se révèle toute la folie du marché, de la concurrence, de la spéculation financière, qui déconnecte finalement les prix de biens utiles pour la société, indispensables et utiles pour la société, qui les déconnecte de leur valeur réelle, de leur coût de production. Et avec des prix qui n'ont plus aucune signification du point de vue de la production de biens matériels. Parce que cette reprise annoncée, c'est d'abord celle des profits qui ont été alimentés par les millions de des plans de relance et qui se sont investis avant tout dans la spéculation boursière et financière, mais qui se sont aussi investis dans des fusions-acquisitions qui se sont multipliées ces derniers mois. Depuis le début de la pandémie, donc sur les 8 premiers mois et sur les 8 premiers mois de l'année en particulier, le total mondial des fusions-acquisitions a atteint 3 800 milliards de dollars. C'est une augmentation de 58% par rapport à la moyenne sur la période 2015-2019. Et ces milliards, ce ne sont pas des investissements productifs. Ils n'ont visé qu'à racheter des entreprises qui étaient déjà existantes, en accentuant encore plus la concentration du capital, la taille des multinationales, et en entraînant des restructurations, ce qui concrètement veut dire des plans de licenciement pour nombre de salariés et une surexploitation pour ceux qui ont gardé leur travail. Donc spéculation sur les matières premières, opération de fusion-acquisition pour restructurer les multinationales, c'est ça la réalité de cette reprise dans le cadre d'un système capitaliste qui est incapable de sortir
de la crise mondiale ouverte en 2008-2009, autrement que dans une fuite en avant pour faire tourner toujours, maintenir la machine à profit, qu'elle continue à tourner, et cela, quelles qu'en soient les conséquences pour la population ou pour l'environnement. Le système financier mondial, il est enfermé dans une logique folle dans laquelle les entreprises, mais aussi les États, n'ont pas d'autre solution que de s'endetter toujours plus pour faire face au risque de la faillite qui est dû à leur propre endettement. Et un endettement qui est devenu donc abyssal. C'est une folie qui ne peut qu'aboutir à de nouvelles crises, engendrer une concentration toujours plus grande de richesses d'un côté et un accroissement des inégalités, de la pauvreté, de la misère de l'autre. Alors il n'y aura pas de sortie de cette crise économique, de sortie de la crise sociale, sans remettre en cause cette logique capitaliste destructrice, sans imposer la fermeture des bourses, cadre de toutes les spéculations, sans en finir avec les lois du marché et de la concurrence, sans remettre en cause la propriété capitaliste, pour imposer une planification de la production de biens et de services qui prennent en compte les besoins réels des populations. Donc cette instabilité économique qui perdure, qui est générale, qui est engendrée donc par la mondialisation capitaliste et qui est aggravée par l'impuissance des États à maîtriser la pandémie comme les bouleversements climatiques, elle est le cadre dans lequel aussi se redessinent des nouveaux rapports de force entre les différents États. Alors on en a eu l'illustration récente, bien sûr, avec la chute de Kaboul le 15 août, à 2 semaines de la commémoration des attentats du 11 septembre. Parce que ça marque la débâcle des États-Unis et de leurs alliés, l'échec du nouvel ordre mondial qui avait été annoncé par Bush au lendemain des attentats du 11 septembre. Au terme de la plus longue guerre de leur histoire, qui a englouti en 20 ans des milliards de dollars, qui a sacrifié des centaines de milliers de vies humaines et qui n'a en résultat abouti qu'à accentuer le désordre et les tensions internationales, eh bien les États-Unis ils sont bien obligés de se retirer d'Afghanistan. Cette défaite, elle constitue une nouvelle étape dans les transformations internationales qui rendent caduques les prétentions des États-Unis et des vieilles puissances occidentales à gouverner le monde, à imposer un ordre mondial. C'est l'aboutissement de toute une évolution commencée il y a une quarantaine d'années, au début des années 80, avec l'arrivée au pouvoir de Thatcher puis de Reagan. Alors cette mondialisation, dont on est encore dedans, elle a correspondu à une offensive des vieilles classes dominantes contre les travailleurs et les peuples, qui s'est traduite par une offensive libérale, impérialiste, engagée par les États-Unis et les puissances occidentales pour relancer les profits. Donc depuis une quarantaine d'années, à travers la liquidation des services publics, les privatisations, la mise en concurrence des travailleurs à l'échelle mondiale, la financiarisation de l'économie et l'explosion des bourses et des marchés financiers, les États-Unis, comme leurs alliés, ont imposé l'économie de marché à toute la planète, y compris par les armes et par la guerre. Et loin d'ouvrir la voie à la mondialisation heureuse, comme on nous disait il y a quelques années, où la régulation par le marché devait apporter la démocratie, cette globalisation de la concurrence capitaliste, en plus de ravager l'environnement et d'accentuer les inégalités sociales, elle a contribué à déstabiliser tous les rapports internationaux et à générer une exacerbation des tensions internationales. Et cette mondialisation financière et militariste, au bout de 40 ans, elle débouche sur un double fiasco. D'abord, elle a abouti à la grande crise de 2008 et 2009, dont l'économie mondiale ne s'est toujours pas remise, et qui pousse les classes dominantes dans une fuite en avant permanente qui rend le système de plus en plus parasite, de plus en plus prédateur, au prix d'accentuer l'exploitation sociale et le pillage des ressources naturelles. Et donc elle aboutit aussi à mettre à mal ce rêve d'un ordre mondial stabilisé sous la direction des États-Unis qui s'est évanoui à travers la double débâcle en Irak, en Afghanistan, mais sans oublier les 10 années de guerre en Syrie, et sans oublier aussi la France qui joue sa propre carte en Afrique, comme au Mali, en sport en ce moment. Cet échec à construire un nouvel ordre mondial ouvre en réalité une nouvelle ère, une ère de désordre et de chaos mondialisé. Le capitalisme financier est un monde multipolaire soumis à l'instabilité économique et financière, aux guerres commerciales, à de multiples conflits militaires locaux, à une montée du militarisme et à un état donc de guerre permanent. Il est incapable de se réguler, tant sur le plan économique que politique, comme il est incapable de faire face à la question du changement climatique, à la crise écologique, d'en finir avec la misère et les inégalités.
Mais alors bien sûr, cette faillite globale, les multiples aspects qu'elle prend, ont entraîné un renouveau de la révolte sociale à travers le monde. La mondialisation, en mettant en concurrence l'ensemble des travailleurs, des femmes, des jeunes à travers le monde, en leur imposant des rapports d'exploitation, d'oppression, a aussi participé à préparer les conditions de l'émergence de nouvelles aspirations démocratiques, de nouveaux rapports internationaux de solidarité et de coopération, une nouvelle conscience de classe en train de se construire. Car plus que jamais, le décalage est insupportable entre tous les progrès scientifiques et techniques qui ont permis de faire du monde ce village planétaire qui a unifié comme jamais l'humanité et le creusement des inégalités sociales comme la violence des rapports d'oppression et d'exploitation. La contradiction n'a jamais été aussi grande entre une production assurée par le travail social d'une classe ouvrière plus importante que jamais, jeune, instruite, féminisée, interconnectée, et cette propriété capitaliste archaïque qui permet à une poignée de multinationales de s'accaparer toutes les richesses en exploitant le monde du travail et en ravageant l'environnement. Depuis les révoltes du monde arabe de 2011, cette vague de révolte se poursuit à travers le monde avec une recrudescence ces dernières années dans de nombreux pays, particulièrement en Amérique latine, comme au Chili, en Colombie, au Brésil, en Argentine ou même à Cuba, mais aussi en Asie et au Moyen-Orient, comme en Inde, au Myanmar, en Palestine, au Liban. Révolte contre des régimes dictatoriaux et corrompus, révolte contre des conditions de vie qui régressent, révolte pour réclamer des droits démocratiques, pour le droit des femmes, contre le racisme et les discriminations, contre l'inaction des gouvernements face à la crise climatique, contre la guerre. C'est à travers ces multiples révoltes que les consciences de millions de travailleurs, de jeunes, de femmes se transforment. C'est à travers ça que se cristallise l'idée de la nécessité de prendre nos affaires en main contre le pouvoir des classes dominantes et des pouvoirs politiques à leur service. Et c'est cela l'actualité de la révolution. Ces révoltes, elles ne peuvent déboucher que sur des nouveaux affrontements, à travers lesquels se posera la question de qui dirige cette société, la question de la nécessité de conquérir la démocratie, c'est-à-dire de construire le pouvoir de ceux qui produisent tout et d'œuvrer pour cela même diriger la société pour en prendre le contrôle de l'économie et se donner les moyens de la gérer rationnellement. Car seule une planification démocratique de l'économie, sous le contrôle des travailleurs, de la population, permettra d'organiser la production non pour alimenter la course au profit, mais pour répondre aux besoins sociaux dans le respect des équilibres naturels.